Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, le défenseur de la nature que vous demeurez plus que jamais, a travaillé comme une bête pour écrire un roman inspiré par un sujet d'actualité, la protection des loups. Une histoire que vos fidèles lecteurs n'ont pas manqué de dévorer. Bonjour Christian Signol. Bonjour. Alors c'est vrai que je vous ai accueilli dans les clés d'une vie tout au début et puis il y a 3 ans pour vos romans qui ont toujours autant de succès. Le nouveau, c'est une beauté sauvage chez Albin Michel. On va en parler tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, ça n'a pas changé depuis 10 ans, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. La première, elle ne vous concerne pas directement, ça je vous rassure, mais elle est importante dans votre parcours. Le 4 octobre 1847, c'est ce jour-là que Victor Hugo écrit un poème à l'heure où blanchit la campagne. Et c'est vrai que ce poème vous a marqué. Oui, absolument. Je l'ai lu quand j'étais à l'école primaire. C'est-à-dire avant de partir en pension à l'âge de 12 ans, parce qu'il y avait au fond de la classe une petite bibliothèque avec 3 étagères seulement, et il y avait là toute la poésie de Victor Hugo. Mais moi je suis persuadé d'avoir lu, je me souviens d'avoir lu toute la poésie de Victor Hugo avant l'âge de 12 ans, dont ce poème qui m'a beaucoup marqué. Oui, ce poème, en fait, c'est un poème écrit en hommage à sa fille Léopoldine. Alors, il l'a signé le 4 septembre 1843, parce que c'était l'anniversaire du décès de Léopoldine, et il voulait que ce poème lui soit totalement dédié. Et il se trouve que ce poème, donc je crois que c'était des petits livres bleus qui étaient dans la bibliothèque. Oui, dans la bibliothèque de l'école, oui. Voilà. La pauvre Léopoldine qui est morte noyée sur Exactement. La Marne ou sur la Seine, Sur la Seine, oui. Et c'est vrai que ce poème n'a pas de titre d'ailleurs, on le désigne par son incipit, c'est-à-dire les premiers mots qu'il compose. C'est assez particulier. Oui, tout à fait. Demain, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Où es-tu? Je sais que tu m'attends. Alors, comment se fait-il qu'un jeune garçon qui a entre 9 et 12 ans soit touché par ce poème à l'heure de la récréation ? Parce que j'étais à cette époque-là déjà très sensible à la poésie d'une manière générale, hein. Et puis je connaissais l'histoire de Léopoldine, donc je savais à quoi il correspondait, vraiment. Alors que l'histoire de Léopoldine, finalement, on l'apprenait pas dans les livres d'histoire, ni les instituteurs n'en parlaient pas beaucoup, hein. Mais moi, je sais pas où j'avais trouvé l'explication, mais je savais la vérité. C'est pour cette raison qui m'avait beaucoup touché à l'époque. Et moi, dans mes jeunes années à l'école, on m'a expliqué que le vers le plus célèbre de Victor Hugo, c'était « C'est l'heure tranquille où les lions vont boire » dans Buzz endormi. Oui, c'est vrai aussi. Buzz endormi, c'était quand même un poème que j'ai appris aussi à ce moment-là, et aussi au lycée après, par la suite. Donc, les livres avaient une couverture bleue très particulière, ça vous est resté, Christian Signol? Oui, c'était une couverture bleu nuit. Oui. Et tous les livres de cette bibliothèque étaient couverts de cette couverture bleu nuit. Et moi ensuite, quand la bibliothèque de mon école a été baptisée à mon nom, je suis revenu voir cette bibliothèque pour retrouver ces livres à la couverture bleu nuit, et ils avaient disparu. J'essayais de comprendre pourquoi, mais tout simplement parce que l'école avait déménagé plusieurs fois et qu'ils étaient partis ailleurs, hélas, et je les ai jamais revus. Alors, la poésie a eu tellement d'importance dans votre vie que dans plusieurs romans, vous citez des poètes, notamment Apollinaire, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. C'est important pour vous tout ça, ces citations? Ah, tout à fait, parce que, encore une fois, j'ai été nourri de cette poésie pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, et même encore aujourd'hui, il m'arrive de lire... de relire des livres de poésie, et même quelquefois de poésie contemporaine, comme les poèmes de Cécile Coulon, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est venu de Hugo ou ça venait avant? Non, ça venait de Hugo. Vraiment, je me souviens encore d'un poème qui commençait par... je me souviens plus exactement, mais de temps en temps, ça me revient la nuit, ouais, dans un demi-sommeil, je reviens dans cette école-là. Cette école d'ailleurs qui était modeste, c'est des bancs comme on en retrouve dans les films, je me souviens de La Guerre des boutons d'Yves Robert, qui est comme vos livres au départ, personne n'en voulait, et le film a fait un triomphe, oui. Et c'était des bancs comme on n'en voit plus guère aujourd'hui. Non, il n'y en a plus du tout, alors que je m'en souviens, moi, très très bien. Et c'était l'époque aussi d'un instituteur extraordinaire, parce que à l'époque, il nous a demandé, on avait 11 ans, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, j'ai répondu que je voulais devenir écrivain. Et bien, cet homme-là, qui était un homme extraordinaire, m'a répondu, eh bien, si tu le veux vraiment, tu le deviendras. C'était les instituteurs héritiers de la Troisième République, si vous voulez, qui croyaient en l'humain et qui croyaient aux enfants. Oui, ce qui n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Pas tout à fait le cas aujourd'hui, on peut dire ça, oui. Il a su ensuite que vous écriviez, cet instituteur, Christian Signol? Je pense que non. Parce que quand j'ai commencé à publier, il était décédé déjà.
Et donc je l'ai jamais revu, moi. Depuis l'école primaire jusqu'au moment où il est décédé, c'est-à-dire beaucoup plus tard, je l'ai jamais revu. Et il y a un moment avec cet instituteur qu'on peut évoquer à travers cette chanson. Cette chanson qui est devenue un classique dans les écoles. En fait, Hugo Frey l'a écrite parce qu'il est allé à la fête de fin d'année de sa fille, Charlotte. Le professeur prononçait un discours parce qu'il s'en allait. Et je crois que les adieux à votre instituteur vous ont marqué, Christian Signol. Oui, tout à fait. Moi, quand je suis parti donc en pension, à l'époque, je me souviens qu'il nous avait jamais serré la main ni parlé vraiment, mais je me souviens que sur les marches de l'école, il nous a retenus à tous ceux qui partions finalement et qu'il ne le reverrait plus sur les marches pour nous serrer la main et nous souhaiter bonne chance pour l'avenir. Mais c'était des gens extraordinaires, comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Et puis il y avait l'écriture aussi. Il y avait une encre violette et une plume sergent-major, Christian Signol. Ah oui, tout à fait. L'encre violette était destinée aux élèves, alors que l'encre rouge était destinée aux instituteurs, justement. Ils corrigeaient les copies à l'encre rouge. Oui, et les dictées, il n'y avait pas autant de fautes qu'aujourd'hui. Non. Et puis surtout, ils versaient l'encre dans les encriers de porcelaine à ce moment-là. Et souvent, il y en avait un peu partout de cette encre-là. Mais c'était une couleur qui me revient encore souvent. D'ailleurs, moi, j'ai moi-même un encrier qui a encore des taches d'encre violette sur le rebord en porcelaine. Quand on pense que le stylo à billes a été autorisé à l'école uniquement en 1960. Avant, c'était interdit. C'est quand même une autre chose. C'est quand même bien autre chose, mais ça avait son charme aussi, le porte-plume et les plumes sergent-major. Je m'en souviens très bien aussi. J'ai encore, moi aussi, des plumes sergent-major dans mon bureau. Et j'en reviens à vos lectures d'enfants et d'adolescents, Christian Signol. Il y a aussi Camus et Giono qui vous ont marqué. Beaucoup. Pendant toute mon adolescence, en fait, j'ai erré entre Camus et Giono. Alors Camus, pour la générosité de ses personnages, notamment dans La Peste, le personnage de Tarou, qui est un personnage extraordinaire, et qui ressemblait beaucoup finalement aux gens que j'avais connus pendant mon enfance, moi, plein de générosité et de bonté. Et Giono, lui, pour ses rapports, ses relations avec le monde naturel. Donc j'avais à la fois le monde naturel et j'avais à la fois les gens avec lesquels je vivais. Giono qui doit beaucoup à Pagnol, mais ils se sont fâchés parce que Giono n'a pas supporté de ne pas être bien placé au générique des films de Pagnol. Il lui a d'ailleurs fait un procès qu'il a perdu. C'est assez extraordinaire. Oui, mais ils se sont réconciliés par la suite. Mais Exactement. moi aussi, j'ai eu des problèmes aussi avec les adaptations à la télévision. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que pour les mêmes raisons, j'apparaissais pas au générique, la plupart, souvent, très souvent même. Donc, mais bon, il suffit de savoir que ce sont deux mondes totalement différents, l'image le monde de l'image et et le monde de l'écrit, et que donc ils sont pas conciliables finalement. Donc c'est normal qu'il y ait conflit entre deux, quoi. Il y a eu La Rivière Espérance et il y a eu quelques téléfilms, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais il y en a quand même eu 5 ou 6. Hein. La Rivière Espérance, il y a eu aussi La Promesse des Sources, oui. Il y a eu L'Enfant des Terres Blondes, et puis dernièrement, il y a 2 ans, Les Enfants des Justes. Oui, mais là, vous laissez faire à chaque fois. Ah oui, mais là j'ai bien aimé quand même Les Enfants des Justes avec Mathilde Seigné et puis Gérard Lanvin et aussi Philippe Torreton. Et ça, c'était quand même un téléfilm qui était très très bien fait. Oui, et qui a bien marché d'ailleurs en audience. Il se trouve que votre style aussi, je pense qu'il y a des auteurs qui vous ont influencé, Christian Signol. Il y a eu Bernard Clavel, Robert Sabatier, Michel Ragon et Gilbert Cesbron. Là aussi, c'est pas loin de votre univers. C'est pas loin de mon univers, ce sont surtout des auteurs qui écrivent pour tout le monde, comme j'ai voulu essayer de faire depuis toujours. C'est-à-dire être accessible à ceux qui ont le savoir et ceux qui ne l'ont pas. Tous ceux qui ont envie de lire des livres et qui quelquefois ne pourraient pas si on écrivait des livres beaucoup plus élitistes avec un vocabulaire beaucoup plus recherché. C'est pas du tout ce que je veux faire. Vous êtes un romancier et pas un écrivain. Exactement, je suis un romancier, je suis pas un écrivain. La différence doit être notée. Absolument, j'y tiens beaucoup. Parce que un écrivain écrit sur lui-même à la première personne, alors qu'un romancier invente des histoires et écrit à la 3e personne. C'est un univers totalement différent et c'est beaucoup plus difficile d'écrire des romans
que de faire œuvre d'écrivain, parce que c'est l'imagination qui gouverne avant tout. Oui, alors que sa propre histoire, souvent, on la transforme, C'est c'est plus autre facile. chose. Alors, vous êtes édité chez Albin Michel, et Robert Sabatier a été directeur de collection chez Albin Michel, et un jour, il éditait un livre de Paul Guth, et Paul Guth, vous savez, qui est toujours très respectueux, je dirais, va le voir et dit « Je voudrais quelques exemplaires de mon livre ». Et Robert Sabatier dit « Demande-les à genoux ». Et Paul Guth se met à genoux. Il fait non, demandez à Monsieur Genoux, le responsable du service commercial. Cette histoire a fait le tour d'Albin Michel. Oui, absolument. Mais Robert était quelqu'un d'extraordinaire, de très très gentil, Robert. Très drôle, qui écrivait le matin et qui après vivait intensément. Oui, et qui a écrit une anthologie de la poésie française, 4 volumes extraordinaires. Hein, Oui, qui est j'ai un chez volume moi. reconnu. Et puis, il y a quelqu'un qui vous a marqué aussi, c'est Jim Harrison, écrivain américain. Ah oui, mais là pour d'autres raisons. Alors, parce que ce sont des écrivains des grands espaces, c'est-à-dire des forêts, des rivières. Et ce qui me tient le plus à cœur finalement, puisque moi je vis en milieu naturel, et que souvent même, je suis dans l'eau des rivières la journée, non pas sur la berge, mais dans l'eau jusqu'à la ceinture, et que donc je connais très très bien ce monde-là, le monde des rivières, le monde des forêts, comme dans le roman d'aujourd'hui. Exactement. Mais en plus, Jim Harrison, bon, il avait un côté beatnik, il a touché aux drogues dures, mais curieusement, c'était un gastronome glouton. Il aimait venir en France pour manger du ragoût d'anguille et boire des verres de Pic Saint-Loup et de Gigondas. Et il mangeait beaucoup de gibier aussi. Oui. Mais je l'ai trouvé un jour sur le boulevard Montparnasse, Jim Harrison, et on allait boire un verre tous les deux à côté, là, dans le café du boulevard. Et on a parlé pendant 3 quarts d'heure, une demi-heure, mais il sortait de table. Finalement, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, j'ai jamais réussi à comprendre ce qu'il me disait. Voilà. Ben nous, on vous comprend bien, et puis on va continuer à vous comprendre à travers une autre date, le 28 novembre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Signol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Signol. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman d'une beauté sauvage chez Albin Michel, une histoire de loup qui est très touchante. On a évoqué bien sûr votre amour de la littérature et de la poésie. Et il y a une date que j'ai trouvée, le 28 novembre 2012. Ce jour-là, il y a un reportage sur France 3 Midi Atlantique annonçant que vous avez établi le record de vente à la foire du livre de Brive, 1480 livres vendus en 2 jours. Oui, mais c'est beaucoup plus facile, ce genre de résultat, quand on est un local. Si Oui. vous voulez. D'ailleurs, tous les sportifs savent bien qu'il est beaucoup plus facile de gagner à domicile qu'à l'extérieur. Oui, mais quand même, près de 1500 livres en 2 jours, c'est... Ah, c'est beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de satisfaction à rencontrer des gens qui viennent de loin. La plupart du temps, vous savez, il y en a à Brive, il y en a qui viennent de Bretagne, il y en a même qui viennent de l'étranger. Hein. On vous voit sur ce reportage signant des autographes, mais dans tous les sens. Oui, c'est vrai. C'est un peu une épreuve un peu difficile, mais encore une fois, quand même avec beaucoup de satisfaction Oui, de savoir que les gens viennent de très loin pour vous voir. Oui, mais vous signez des livres à n'en plus finir, comment on fait ? On finit par avoir mal à la main. C'est difficile. Il suffit d'avoir quand même 3 ou 4 dédicaces types pour pouvoir les adapter aux gens qui viennent vous voir. Mais c'est vrai que je me renouvelle pas beaucoup dans ce genre d'exercice, hélas. Et surtout, ce qui me gêne le plus, si vous voulez, c'est que j'ai pas le temps de parler à ces visiteurs comme il le faudrait. Parce que quand les gens viennent vous voir de loin, il faut quand même leur accorder un minimum de temps, ce que, lors de ces occasions-là, je ne peux pas. Comment vous faites alors ? Je regrette souvent, alors j'essaye de parler le plus possible avec, par exemple, d'où vous venez, est-ce que vous connaissiez Brive, etc. Mais en fait, ça dure pas assez longtemps, quoi. Et c'est dommage. Et dans ce reportage, on découvre votre bibliothèque personnelle avec vos éditions à l'époque en 15 langues. Je ne sais pas si ça a dû augmenter depuis. Non, pas depuis. Et on vous voit devant votre ordinateur. Et je crois que l'ordinateur, au départ, vous écriviez sur des feuilles et vous avez hésité à vous mettre à l'ordinateur, Christian Signol. Oui, parce que ça a changé mon écriture. Pendant un an et demi, j'ai eu des difficultés. L'écriture n'était pas la même parce que la plume est la prolongation directe de la pensée, alors que l'ordinateur, pour moi, ne l'était pas. Il y avait un écran entre l'écriture et moi. Il m'a fallu 1 an et demi pour retrouver à peu près l'écriture que j'avais quand j'écrivais à la main. Et pourquoi avoir changé alors ? Parce que, comment vous dire, c'est quand même beaucoup plus facile de retravailler un texte sur un ordinateur avec un traitement de texte que de retravailler un texte qui est tapé à la machine.
et qu'il faut tout modifier, tous les feuillets par la suite, alors qu'avec un traitement de texte, tout décale automatiquement, et ça fait gagner souvent presque 4 mois ou 6 mois, hein, la plupart du temps. Oui. C'est énorme. Hein. En même temps, je me souviens de Didier Van Covelart, totalement allergique aux ordinateurs. Il écrivait au stylo avec différentes couleurs. Il prend un ordinateur un jour, il tente, et il a brisé, il a cassé l'ordinateur, il est tombé en panne, et aucun informaticien n'a compris comment il avait fait. Alors, vous parlez aussi de transpiration plutôt que d'inspiration. Alors ça, bon, c'est quand j'allais dans les collèges ou les lycées, les élèves en général souvent me demandaient, monsieur, est-ce que vous croyez à l'inspiration? Je leur disais non, je crois à la transpiration. Ça voulait dire au travail, oui. Plus qu'à l'inspiration. L'inspiration, ça peut être une idée de roman ou de personnage, tout ça, mais quand je parlais de transpiration, je voulais dire le travail, quoi, parce que écrire des livres, c'est du travail, quand même. Mais vous allez donc dans les collèges et lycées donner des conférences, évoquer votre parcours, Christian Signol? J'y allais beaucoup, j'y vais beaucoup moins aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup moins le temps et beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup plus de soucis. Mais en même temps, c'est instructif d'aller voir les jeunes. C'est très important, j'y allais volontiers, parce que je sais quand même que c'est là que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que s'ils prennent le goût de lire à l'adolescence ou même à l'enfance, ça leur restera par la suite, ils deviendront de vrais lecteurs. C'est pour cette raison que j'y allais. Mais je sentais que c'était efficace quand même chaque fois, parce que je leur disais toujours en fin de rencontre, vous savez, si vous avez... Je leur parlais de mes difficultés à éditer, alors que je vivais en campagne, si vous voulez, et que l'édition se passe à Paris. Mais je leur disais toujours, vous savez, si vous avez une passion, n'hésitez pas à travailler beaucoup, et d'une manière, je suis sûr que vous y arriverez un jour, à condition de travailler beaucoup. Quand vous signez 1480 livres à la Foire de Brive, ce qui est un record, est-ce que vous imaginiez cela quand vous êtes arrivé pour la première fois à la Foire de Brive, Christian Signol? Non, pas du tout. C'était mon premier roman qui datait de... Oui, ça s'appelait Les Cailloux Bleus. Je me souviens quand même que le libraire avait été dévalisé. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, il n'avait plus de livres. Et qu'ils ont dû aller en chercher à Bordeaux pour le lendemain. C'est-à-dire au comptoir régional de Bordeaux. Mais je m'attendais pas du tout à ça, hein. Ça a été une surprise extraordinaire, parce que quand même j'avais beaucoup ramé pour en arriver là. C'est-à-dire que moi, pendant 10 ans, les éditeurs m'ont refusé des manuscrits, hein, mais je me souviens que chaque fois que je recevais un manuscrit refusé, je me remettais à écrire le jour même, parce que c'était une véritable passion, et que finalement j'ai bien compris que finalement l'oxygène m'arrivait par les livres, quoi, tout simplement. Et la Foire de Brive, vraiment, vous êtes allé une première fois en vous disant, on va voir ce que ça va donner. Oui, je me disais, une cinquantaine, quoi. Et en réalité, malgré tout, on en a vendu 700 ou 800 ce jour-là, pendant ces 3 jours-là. Il se trouve que la Foire de Brive, au départ, c'était de l'amateurisme en 73. C'était des copains férus de lecture. Il y avait Jacques Pechemort qui avait réalisé cette foire sans imaginer qu'elle deviendrait aussi importante. Et je crois qu'il est devenu une tradition pendant quelques années que ça se passait à la veille du Goncourt. Donc, tout était possible. Oui, mais au départ, c'est vrai que Pechemort a organisé ça parce que, tout simplement, il faisait venir des auteurs de chez lui, c'est-à-dire Bernard Clavel, Sabatier, Cesbron, pas Sabatier, mais Cesbron, des gens comme ça, vous voyez. Et donc, ça se passait sous une halle, mais il y avait 3 tables, hein, simplement, et quasiment uniquement avec des livres de chez Robert Laffont, puisque Pechemort était directeur littéraire chez Robert Laffont. Et jamais personne n'aurait supposé qu'un jour ça prendrait cette dimension. Alors, votre parcours, ça a été un long parcours. D'abord, il y a eu le lycée qui est quand même resté le drame de votre vie. Oui, absolument. Je suis passé de la liberté absolue à 12 ans à la prison un mois après, parce que c'était les lycées... De l'époque, c'était quasiment encore des lycées napoléoniens. Hein. C'était que la discipline était très, très stricte. Et puis surtout, moi, j'étais privé de la liberté dans laquelle j'avais vécu toute mon enfance. Ça a été une épreuve terrible. Puis, je crois qu'il y avait des bouillottes pour se chauffer chez vous et au lycée. Au lycée, il n'y en avait pas, on avait froid. Oui. Mais chez moi, il y avait des bouillottes, oui, comme à l'époque. Mais en même temps, vous regrettiez ce foyer familial, parce que c'était votre enfance, même si la famille n'avait pas beaucoup d'argent, c'était un bonheur. C'était un vrai bonheur. Je vivais parmi des gens d'une grande bonté, d'une grande générosité, comme l'étaient mes parents et mes grands-parents. C'est pour cette raison que j'ai souffert terriblement de devoir les quitter. Mais un ami qui est psychiatre m'a expliqué un jour quand même qu'en fait, si je m'étais mis à écrire, c'était justement
pour pouvoir récupérer ce monde-là. Exactement. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Et en même temps, vous avez fait ensuite des études, vous avez eu la fac de Limoges, Oui. et vous êtes rentré à Brive, avec des écritures essentiellement administratives. Oui. Et quand on pense à Brive, on pense à cette chanson. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon, à pied à Alors, il se trouve cheval en que voiture. cette chanson, certains pensent que Brassens ayant été mal accueilli à Brive, il s'est vengé. Pas du tout. En fait, il a trouvé un dictionnaire, il cherchait une rime. Et c'est devenu Brive-la-Gaillarde parce qu'il cherchait une rime, c'est tout. Oui, et aujourd'hui, la foire de Brive se passe sous la Georges Brassens. Exactement. Et c'est ce parcours à la mairie de Brive pendant des années, vous en gardez un bon souvenir? Non, pas du tout, sans aucun intérêt. Hein. Non, ça a Vous été, étiez au 3e étage? ça a été très difficile, mais je savais que l'essentiel n'était pas là. Donc je vivais ailleurs, quoi, finalement. En même temps, vous écriviez vos livres? Oui, c'est ça, oui, en même temps. Ah Et- non, mais pas dans la mairie. Hein. Non, le soir. chez moi, oui. Mais en même temps, on n'est pas découragé quand chaque fois on reçoit un manuscrit? Ça a été un parcours très très difficile, mais en même temps, je me suis aperçu par la suite que finalement, bon, c'était un chemin qu'il fallait faire. C'est-à-dire que l'écriture, ça s'apprend. Il n'y a pas de lycée ni d'université en France, contrairement aux États-Unis. Hein. Et donc l'écriture, ça s'apprend et ça doit être un chemin personnel. D'ailleurs, Pechemort, directeur littéraire chez Lafon à l'époque, me le disait, ne te décourage pas, tu sais que ça peut être long, mais que ça arrivera un jour. En même temps, vous avez gardé ces premiers manuscrits? Non, les premiers qui ont été refusés, non, je les ai détruits, je les ai brûlés. Et en même temps, c'est arrivé chez Robert Laffont, c'est arrivé comment, le début des Cailloux Bleus? C'est arrivé parce qu'à force de travailler, j'avais écrit un très grand livre qui faisait 500 ou 600 pages. Et je me suis aperçu que j'avais appris à écrire. Et donc Pechemort l'a publié sans difficulté, alors qu'il en avait rejeté beaucoup. Et finalement, je suis passé de rien du tout à plus de 100 000 exemplaires en 2 mois. Mais comment on vit ça, justement, Christian Signal? Ah, ça a été, comment vous dire, le début du paradis. Hein, c'est-à-dire, j'étais dans les difficultés avec des enfants, enfin, bon, bref, un petit salaire, tout ça. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec beaucoup de ressources, finalement. D'autant plus que les Cailloux Bleus, 100 000 exemplaires, mais 6 mois après, 150 000 en poche. Et 1 an après, 100 000 à francs loisirs. Donc, vous voyez, en tout, ça faisait 400 000 exemplaires. Donc, je me suis retrouvé comme ça, du jour au lendemain, dans une position à laquelle j'avais couru pendant des années et des années, et j'en ai été un peu stupéfié quand même, oui. Oui, et ça Agréablement. Oui, je comprends. Ça a continué. Il y a une autre date importante dans votre parcours que vous avez un peu évoquée tout à l'heure. C'est le 1er juin 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Signol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Signol. Votre nouveau roman chez Albin Michel, D'une beauté sauvage, on va en parler tout à l'heure. On en revient à votre parcours, on a vu vos débuts difficiles et des Cailloux Bleus qui ont tout changé. Et le 1er juin 2024, eh bien, les 4 routes du Lot donnent votre nom à un square et à la bibliothèque municipale. Oui. C'est quand même une consécration. C'était une consécration, oui, non, mais je l'ai vécu très très bien et très agréablement, hein, parce que, ça, encore une fois, cette bibliothèque, c'était pas la bibliothèque de l'école, c'était pas du tout la même chose, mais c'est une bibliothèque toute neuve, qui avait été financée par la région et par le département, et aussi par la mairie des 4 routes. Quant au square, c'était encore mieux, parce que, en fait, c'est le square où se trouvait l'école primaire, où j'ai appris à lire et à écrire. Donc, pour moi, si vous voulez, c'était chargé de sens, quand même. Bien sûr. Donc, c'était très émouvant, oui. Mais c'est étonnant de recevoir ce genre de consécration. De son vivant, vous Oui, voulez dire? oui. Oui, sans doute, oui. Étonnant et émouvant, oui, c'est vrai, oui. En même temps, cette bibliothèque, c'était votre Madeleine de Proust, même si c'est pas celle que vous avez connue. Oui, mais c'était une bibliothèque, donc c'était quand même pour moi très, très, très émouvant aussi, oui. Elle comprend 2500 ouvrages, 1500 en fonds propres, grâce à la mairie, et 980 livres pour la jeunesse. Et le petit caillou bleu, les cailloux bleus sont bien sûr mis en évidence. Pas seulement, heureusement, Oui. mais parce que depuis les Cailloux Bleus, ça fait quand même 40 romans de publiés. Et oui, justement, ce que vous auriez jamais imaginé au début. Jamais, mais jamais. Alors, il se trouve que les 4 routes du Lot, aujourd'hui, c'est, et ça n'a pas été simple, Vignon-en-Quercy. Il y a eu toute une polémique là-dessus. Ah bon, comment vous savez ça? Je vais me faire renseigner. Oui, parce que les 4 routes, en fait, c'est une commune qui a été construite lors de la construction de la gare, à un carrefour de 4 routes, tout simplement. Et donc, C'est tout petit, 600 habitants.
500 habitants, Oui, oui, oui. seulement, c'est un village. Oui. C'est même pas un bourg, c'est un village où, hélas, aujourd'hui, tous les magasins ferment. Tout le monde est parti vers les villes. C'est d'ailleurs un peu le chemin que j'ai fait. Et mes parents, qui étaient commerçants dans ce village, avaient très tôt compris qu'il faudrait partir, quoi, parce que la vie économique, surtout, se déplaçait vers les grandes métropoles. Mais au départ, d'ailleurs, je crois que ce qui a lancé ce village, c'est le chemin de fer. Oui, c'est ça. C'est la gare. Lors de la construction de la gare, la commune a été créée en prenant des territoires sur toutes les communes aux alentours. Et en même temps, vous traversiez ce chemin de fer lorsque vous Pour alliez aller à l'école. Oui, chaque jour. Chaque jour. Et c'est un chemin que je refais le plus souvent possible, en me cachant, sans le dire à personne. Non, mais je veux dire, je fais exprès de mettre mes pas dans les pas de l'époque. Mais bon, il y a tellement de temps qui a passé que j'ai beaucoup de mal quand même à retrouver évidemment les sensations de l'époque, parce que même le paysage un peu a changé, si vous voulez. Donc c'est beaucoup plus difficile. J'essaye, mais j'ai du mal à y arriver. Oui, mais en même temps, il y a une maison qui est restée, je crois que c'est celle de votre grand-mère. Oui, absolument, elle est toujours là. Et pourquoi ? Elle est toujours là parce que je l'ai gardée, moi, pendant un moment, avant de la céder à un ami, et que j'y tenais. Mais la vraie maison que j'ai aussi gardée sur le Causse, c'est-à-dire à quelques kilomètres du village, c'est celle de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents maternels, c'est-à-dire là où tout a commencé, quoi. Oui, et là, c'est important symboliquement de les garder, mais il faut les entretenir, Je les entretiens, oui, comme je peux. Et vous y allez de temps en temps. Et j'y vais, non, pas de temps en temps, j'y vais quasiment tous les jours. Carrément, oui. Si je peux, oui. Alors, il y a aussi votre père qui a été très important dans votre vie, et je crois qu'il y a un hommage qui a été rendu lors du décès de votre père qui vous a particulièrement ému. Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Le chant des partisans d'Anna Oui. Marly. Ce chant des partisans, il faut savoir qu'il a été écrit dans un hôtel de Londres un après-midi par Joseph Kessel et Maurice Druon, son neveu. Et qu'au départ, c'était pas un chant de résistance, c'était l'hymne du poste clandestin créé par André Gillois contre la BBC. Et votre père a fait de la résistance et cette chanson évoque pour vous un souvenir très précis. Oui, parce que effectivement, en résistant des maquis Buckmaster sur les côtes du Lot. Et c'est vrai que lors de ces obsèques, quand j'ai entendu cette musique, ça a été très très émouvant et en même temps très très éprouvant, parce que cette résistance sur les côtes du Lot a été le plus souvent dramatique et très difficile. Et par la suite, les parachutistes anglais qui avaient été parachutés un peu avant le débarquement, après la guerre, revenaient voir mon père. Moi, j'étais enfant, je me demandais ce que des deux Anglais faisaient là, si vous voulez. J'ai compris que beaucoup plus tard, en quoi, en fait, ça consistait. C'était qu'ils étaient devenus tout simplement amis avec les gens qui les avaient aidés à l'époque lors du parachutage, d'avant le débarquement. Oui, mais comme beaucoup de gens de cette époque, les parents ne racontaient pas à leurs enfants la réalité de la guerre. Non, mon père ne parlait pas de ça. Jamais. Mon père ne parlait jamais de la résistance et mon grand-père ne parlait jamais de la guerre 14. Jamais, parce que c'était trop difficile, trop dramatique pour eux. Ils avaient trop souffert. Mon grand-père est revenu de la guerre 14 avec le bras cassé alors que c'était un ouvrier manuel. Et donc ça a été très difficile pour lui. Quant à mon père, il avait vécu très très difficilement. Il s'était sauvé de justesse parce qu'il devait partir au STO. Et il a été requis à la caserne de Cahors. Et dans la caserne, il y a un type qui passait là, qui lui a demandé « Mais toi, tu es sûr que tu veux partir en Allemagne pour le STO ?» Ah, mon père lui a dit « Non, j'y tiens pas. » Et l'homme en question lui dit « Si tu veux, à 6h30 du soir, tu sautes par-dessus le mur, je serai de l'autre côté. » Et ce jour-là, mon père a sauté le mur, sans savoir ce qu'il trouverait de l'autre côté. Et effectivement, c'était bien un recruteur des maquis. Un type qui l'a amené justement dans les maquis des Causses du Lot. Et ça, vous ne regrettez pas qu'il ne vous ait pas raconté tout ça en temps utile? Ça aurait pu faire un beau roman. Et je le regrette un peu, mais en même temps, je le comprends parce que ça a été quand même des épisodes dramatiques, d'autant plus que par la suite, quand mon père est rentré dans la résistance, les gendarmes venaient chez mes grands-parents, où vivait ma mère, parce qu'elle n'avait pas encore d'appartement, de maison, si vous voulez.
Et ils étaient très surveillés. Ça a été très, très difficile pour eux. Hein. Alors, un message d'espoir quand même aujourd'hui dans ce village où les commerces ferment les uns après les autres, c'est que vous commencez à vous rendre compte, et vous n'êtes pas le seul, que les gens des villes commencent à retrouver le chemin de la campagne, Christian Signol. Et ils le retrouvent, mais c'est difficile pour eux, hein, parce que en fait, ils sont partis, c'est pas par plaisir, c'est pour des raisons économiques. Hein, c'est-à-dire que la vie a glissé ailleurs et que l'économie était partie ailleurs. Donc, quand il s'agit de revenir... On peut revenir, mais il faut créer les conditions économiques pour ça. Et c'est très difficile. Je voyais un reportage avant-hier sur des gens justement qui revenaient là. Alors, il y en avait la moitié quand même qui réussissaient pas. Un qui s'installait boulanger, un qui s'installait épicier, un autre qui reprenait un hôtel, etc. Mais ça marche pas chaque fois, hein, parce que, encore une fois, si les conditions économiques ont changé à l'époque, elles sont pas redevenues aujourd'hui entièrement viables. Et donc, c'est toujours aussi compliqué. Mais je crois qu'à l'époque, il y avait 22 restaurants dans votre village et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul. 22 cafés. Oui, 22 cafés, oui. Oui. Dans un village de 600 habitants. Mais il n'y en a plus. Voilà. Il y en a plus. Il y a un restaurant, je crois. Il y a un restaurant, mais oui, si, il y a un bon restaurant. Si, c'est vrai, il y a un très bon restaurant. Remarquez, ça s'appelait le Four. Qui s'appelle le Vieux Four. Voilà, quand on fait des succès, c'est assez paradoxal. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, les résidences secondaires commencent à retrouver... Et c'est peut-être ça qui va faire redonner vie au village. Peut-être, mais je pense quand même qu'on est rentré dans une évolution là un peu quand même irréversible. Certes, le Covid a joué en sens inverse, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que la vie dans les grandes métropoles était très difficile et qu'il fallait peut-être revenir vers les campagnes, mais je pense pas que ça ait un effet déterminant pour la suite, je crois pas. En tout cas, vous vivez tranquillement, vous, à Brive, dans une maison avec un bureau de 12 mètres carrés. C'est très petit. Ça vous suffit? Oui. Ah oui, ça me suffit. Et puis, il le faut. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait trop de d'attirance à l'extérieur. D'ailleurs, j'écris toujours, moi, le dos tourné à la fenêtre, hein, parce que quand vous écrivez une scène sur la neige, ou comme ça, il ne faut pas qu'il y ait la canicule à l'extérieur ou inversement. Il vaut mieux avoir le dos tourné à la fenêtre. Et vous avez une vie très réglée. Vous écrivez chaque jour de 8h à 10h, Christian Signol. Oui, un peu moins même. de 8h à 9h30 seulement, mais c'est beaucoup, hein, parce que ça peut faire 2-3 pages par jour, quand on s'y tient. Et regardez, ça fait quand même, 4 fois 3, ça fait 60 pages par mois. À 5 mois, ça fait 300 pages. Ensuite, évidemment, je réécris pendant 6 mois, 1 an, hein, mais c'est beaucoup. Et puis ça revient tous les jours et c'est très difficile. Et puis surtout, comme le disait Fitzgerald, écrire, c'est nager sous l'eau. Ça veut dire qu'à un certain moment... Quand on écrit, il faut remonter à la surface, quoi. Ce que j'essaye de faire très régulièrement, mais c'est difficile. Hein. Mais 1h30, c'est épuisant dans l'écriture? Oui, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une dépense d'énergie mentale énorme. On ne se rend pas compte. Mais quand on n'est pas écrivain, qu'on est romancier, c'est-à-dire qu'on invente des personnages, qu'on change d'époque, des lieux différents aussi, il faut vraiment, faire le voyage, hein. Il faut y aller, hein. C'est-à-dire il faut couper les ponts avec la réalité, et c'est un voyage qui est très difficile. Hein. Et dans un autre domaine, Francis Weber m'a toujours expliqué ça. Il écrivait ses scénarios le matin pendant 1 heure, et après il finissait chez le kinésie. Tellement c'était épuisant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi après je règle les affaires courantes, et puis dès que je peux, ensuite l'après-midi je vais à la campagne, hein, faire provision d'images et de couleurs. Exactement. Et il y a une seule personne qui peut s'introduire dans votre bulle, et c'est un musicien. Car la seule chose que vous autorisez en écrivant, c'est de la musique classique avec Vivaldi. Oui, la musique classique, parce que la musique avec des paroles... C'est impossible, hein. C'est-à-dire que si on écoute les paroles, on n'est pas là, hein, comme ça. Tandis que la musique classique, on peut décrocher très facilement. Ce que je fais facilement. Et ça vous aide? Et ça m'aide, oui. Mais je choisis quand même des thèmes qui soient en concordance avec ce que j'écris. Voilà. Enfin, j'essaye. Mais Vivaldi, un jour, qui disait sa messe quotidienne, il a eu une idée, il est sorti de la messe, il a composé son idée, il est revenu faire la messe. C'est vrai que les idées, elles surgissent à n'importe quel moment. Il faut les mûrir. C'est vrai, même la nuit, des fois, pendant les insomnies, une idée peut venir d'une idée de roman. Pas vraiment de roman, mais de personnages, de lieux, choses comme ça, d'événements. Chaque fois que vous faites un roman, ce roman mûrit dans votre esprit pendant quelque temps? Il mûrit avant de l'écrire, c'est-à-dire que je sais à peu près d'où je pars, où il faudrait arriver et par où il faudrait passer, les grands événements, si vous voulez. Mais c'est très difficile. Giono, lui, disait mon roman est terminé, j'ai plus qu'à l'écrire. C'est un peu ça quand même, il faut quand même le penser un peu avant, quoi. Mais pas
pas dans les détails du tout, parce qu'il faut que les personnages vivent leur vie tout seuls. Hein. D'ailleurs, en général, en général, c'est bon signe quand les personnages commencent à vous échapper et commencent à vivre tout seuls, ça veut dire qu'ils sont devenus vivants, alors qu'ils n'existent pas. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est que des sujets qui sont des sujets du passé que vous évoquez, sur l'école, sur les médecins, sont des sujets d'actualité aujourd'hui, Christian Signol. Surtout les médecins, hein, parce qu'en milieu rural, les médecins, il n'y en a plus. Voilà. Et c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'appelait La vie en son royaume, où c'est l'installation d'un jeune médecin à la campagne, mais qu'il a choisi parce qu'il est d'origine rurale. Mais c'est une exception. En réalité, des médecins en milieu rural, il n'y en a plus, hein, et c'est un drame pour la population. Et vous avez eu des échos à ce roman de la part de médecins Oui, j'ai eu surtout des échos de la population, de ces populations-là qui étaient désertées par le milieu médical et qui en souffrent énormément, parce que c'est dangereux quand on a un problème cardiaque ou comme ça, d'être obligé de faire 50-60 km, même en voiture rapide ou en ambulance, c'est très difficile. Hein. Et vous le savez par le courrier, car vous recevez un abondant courrier. Je recevais beaucoup de courriers, j'en reçois un peu moins aujourd'hui parce que les gens ils communiquent davantage avec le numérique. Oui. Mais chaque fois que je reçois des lettres, je réponds. Parce que je sais que c'est important pour les lecteurs qui écrivent. S'ils prennent la peine d'écrire, c'est que pour eux c'est important. D'ailleurs, moi je l'ai fait. Quand j'étais adolescent, il m'est arrivé d'écrire, par exemple, à Giono. Oui. Donc je sais que c'est important. Donc je prends soin de répondre chaque fois. Pas de longues lettres, mais je réponds. Vous avez écrit à Giono ? Oui. Je suis même allé dans le bureau de Giono à Manosque. Il y a assez longtemps, mais j'ai eu la chance de rencontrer à cette époque sa fille, Sylvie, qui était vivante. Et surtout, il y avait encore sa femme, Élise, qui était vivante. Elle était très malade, elle était dans le jardin, assise dans un fauteuil. Je me souviens, je n'ai pas pu lui parler, mais j'ai regardé un long moment en me disant, Élise, c'était la femme de Jean Giono. Quand même. Eh bien, maintenant, on va évoquer la date du 18 septembre 2025, celle de la sortie de votre nouveau livre. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Signol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christian Signol. On a évoqué votre parcours pour la 3e fois dans les clés d'une vie, mais il y a toujours des choses à dire. Et le 18 septembre 2025 est sorti ce nouveau roman d'une beauté sauvage chez Albin Michel. Donc une histoire qui se passe dans le Limousin et une histoire qui se passe autour des loups. Pourquoi ce sujet ? Parce que quand j'étais enfant, justement, j'ai lu Cro-Blanc de Jack London, qui avait beaucoup marqué. Et depuis, je suis fasciné par les loups. Et deuxièmement, le situer en Limousin, le haut plateau Limousin, c'est parce que c'est une région que je connais très bien. Et donc pour moi, si vous voulez, c'était très facile d'inclure les loups dans ce territoire-là. Et je l'ai écrit avec beaucoup de plaisir. Il se trouve que Cro-Blanc, au départ, c'est un roman de Jack London qui a profité de son expérience de chercheur d'or au Klondike pour imaginer cette histoire. On ne sait d'ailleurs pas si Cro-Blanc a existé ou non. C'est un mystère qui n'a jamais été élucidé. Oui, moi aussi, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de films sur le sujet. Et là, l'histoire au départ, ce sont deux couples. Il y a ceux qui craignent le retour des loups pour leur troupeau et ceux qui veulent défendre les loups et veulent que les loups continuent à vivre dans les terres ou dans les terriers. C'est ça, il y a deux couples, un couple de défenseurs de la biodiversité et un couple d'éleveurs. Et au milieu, il y a les loups, un couple de loups justement. Et donc c'est devenu aujourd'hui un problème très très aigu sur le plateau du Limousin parce que effectivement il y a beaucoup d'attaques de troupeaux, beaucoup de dégâts, et donc les éleveurs sont dans une grande colère. Mais enfin, si vous voulez, moi, je suis un défenseur de la biodiversité, parce que je crois que l'humanité n'a pas le droit, ni éthique, ni moral, d'éradiquer une espèce, mais je crois aussi qu'elle a le droit de la réguler. C'est-à-dire que je comprends la colère des éleveurs, parce que moi, j'ai vu des brebis égorgées, non pas par des loups, mais par des chiens errants. Et je peux vous dire que quand on a vu ça une fois, on n'a pas envie de le voir deux fois. Donc la colère des éleveurs, je la comprends. Mais en même temps, vous avez imaginé ce sujet alors qu'il n'était pas encore dans l'actualité comme aujourd'hui. C'était il y a 2 ans, Christian. C'est vrai, quand j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans, la situation n'était pas aussi aiguë qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui elle est devenue violente. C'est-à-dire que quand il y a des manifestations là-haut sur le plateau, le préfet est obligé de mettre les éleveurs d'un côté de la ville et les défenseurs de la biodiversité de l'autre, il met les gendarmes au milieu. Hein. Et puis, dernièrement, les éleveurs ont déposé des cadavres de brebis devant la préfecture. Les rapports sont très, très tendus. Hein. Mais vous l'imaginiez pas au départ ? Non, pas à ce point-là. Je savais qu'il y aurait des problèmes quand même, parce que les éleveurs de cette région sont en grande difficulté. Du fait qu'ils sont soumis à la concurrence des moutons néo-zélandais et du fait aussi des normes de plus en plus strictes
que leur impose Bruxelles. Et donc, ils sont en état de survie. Donc, ils se défendent avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire des moyens le plus souvent violents. Alors, ils ont obtenu l'autorisation du préfet de pouvoir tirer en cas d'attaque, mais ils ont demandé l'autorisation de faire des battues. Et là, le préfet a refusé. Et donc, ça a encore tendu davantage les rapports, et c'est devenu très difficile. Vous les avez rencontrés, ces éleveurs et ces représentants de la biodiversité ? Les représentants de la biodiversité, oui. Les éleveurs, non. Parce que, comment vous dire, ils sont très difficilement approchables. Hein. Vous savez, ils sont très, très remontés. Hein. C'est vrai. Hein. Ils suspectent tout le monde. Par exemple, il existe une association qui s'appelle la Férus, qui forme des bénévoles pour venir les aider à surveiller les troupeaux. Mais ils prennent tous ces bénévoles pour des écologistes. Or, les paysans ou les éleveurs, et tout ça, il ne faut pas leur parler d'écologie ou de... Non, c'est impossible, ça. Hein. Alors, le couple d'éleveurs, Jeanne et Damien, que vous avez dans ce roman, qui sont éleveurs de père en fils, c'est le couple type de ces éleveurs qu'on trouve dans le Limousin aujourd'hui. Oui, bien qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés que ceux-là. Mais j'ai voulu justement un couple plus jeune, de manière à ce qu'ils soient plus aptes à comprendre, si vous voulez, ou à raisonner, et à nouer des relations normales avec la biodiversité. Mais quand même, je me suis aperçu à l'écriture, et puis en vérifiant dans les articles de journaux actuellement, que c'était aussi quand même très très compliqué, malgré leur jeunesse et leur aptitude davantage à comprendre les situations d'aujourd'hui, quoi. Oui, mais en même temps, ils ont travaillé dur pour entretenir et sauver leurs troupeaux. Très très dur. Et puis vous savez, c'est très difficile de surveiller les troupeaux. La nuit, il faut veiller. Or, ils travaillent la journée. La nuit, il faut surveiller. Et puis, de toute façon, en Limousin, c'est beaucoup plus difficile que dans le Mercantour ou dans les Abruzzes, en Italie, parce qu'il y a la forêt. Et les loups, on les voit pas arriver. Et on peut pas les débusquer, beaucoup plus difficilement. Donc la situation là-haut est beaucoup plus difficile que dans des lieux où finalement la cohabitation est devenue plus facile. Alors il y a Lucas et Mathilde qui sont le couple de la biodiversité, et au milieu de ça, il y a vous, l'écrivain, qui, à votre façon, tentez de jouer les médiateurs à travers votre livre, Christian Signol. J'essaye, mais je me suis aperçu que ce serait difficile, hein, parce que j'ai déjà eu quelques réactions, parce que vous savez, d'un côté comme de l'autre, ils sont très 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 remontés, hein, avec persuadés les uns et les autres qu'ils ont raison. Et d'une certaine manière, moi je comprends les deux côtés et leurs raisons. Mais il va bien falloir quand même qu'on arrive à une solution qui est probablement l'aide, par exemple, des brigades loups. Les brigades loups, ce sont des personnes de deux ou trois qui guettent, qui surveillent les troupeaux la nuit. Mais alors, il n'en faudrait pas une, il en faudrait 2 ou 3 sur le plateau là-haut. Or, il faut les payer. Et ils dépendent de l'Office de la biodiversité. Et donc, des moyens, personne ne les a, le préfet les a pas. Donc ça, c'est difficile. Mais il y a aussi la possibilité de leur donner des patous. Vous savez, ces grands chiens blancs des Pyrénées, parce qu'une enquête a montré que 5 patous dans un troupeau suffisaient pour éloigner une meute. Non pas un loup ou deux, mais une meute entière. Donc vous voyez, il y a encore des possibilités, mais il faut que ça soit intégré par les uns et par les autres. Oui, et puis c'est pas simple, parce que finalement, ceux de Bruxelles qui ont décidé ces normes, ils ne sont jamais allés dans le Limousin voir un troupeau. Non, jamais. Non, jamais. Et puis avec encore une fois, un territoire qui a une végétation très particulière, quoi, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Donc tout ça est beaucoup plus difficile que dans le Mercantour, où il y a beaucoup moins de végétation, ou que dans les Abruzzes, n'en parlons pas, il y a encore moins d'arbres. Oui, mais c'est quand même assez bizarre, c'est pas même scandaleux, qu'à Bruxelles, on décide de faire les choses sans voir ce qui s'est passé sur le terrain. Ah oui, mais c'est peut-être pas propre au problème du loup, ça. Oui, non, Oui. mais le loup est un problème. Voilà, mais je crains que ce soit un peu le cas pour bien d'autres sujets que les loups. En plus, ces loups, donc ces 2 loups qui sont dans votre roman, vous les faites réfléchir et presque parler, Christian Signol. Alors j'ai quand même essayé de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, mais c'est vrai que je les ai rendus vivants, en tout émouvant. Cas avec des émouvants, avec des pensées pas humaines, mais presque quand même, hein, parce que ils sont eux aussi en état de survie. Et donc, ils perdent des louveteaux, ils ont du mal à se nourrir, et pour eux aussi, c'est difficile. Donc, j'ai essayé de me mettre à leur place. J'ai pris leur regard. Et justement, c'est difficile parce que, pendant l'hiver, les moutons sont enfermés, oui. Et il n'y a plus de nourriture possible pour les loups. Non, à part le gibier, c'est-à-dire les chevreuils ou les sangliers. Mais c'est très compliqué pour eux à ce moment-là, hein, parce que c'est beaucoup plus
difficile à trouver qu'un troupeau de brebis. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Et puis il y a le mot compassion, les éleveurs s'en fichent complètement, parce que c'est leur vie, et la biodiversité ne s'en fiche pas. Et oui, donc on en est toujours là, encore une fois, au même point. J'espère que la situation est en train d'évoluer, mais je suis pas persuadé, parce que depuis que le préfet a refusé les battues, les éleveurs manifestent là-haut violemment, mais bon, on va bien y arriver quand même un jour ou l'autre, parce que... Alors, ce qui est étonnant, Christian Signol, c'est que vous en parlez dans ce roman, et c'est un problème d'actualité, on n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas à la radio. On n'en parle pas à la radio, mais on en parle dans le journal La Montagne, Oui. qui est le journal du Limousin. Oui. Je peux vous dire qu'il y a un article tous les jours, ou presque, où on voit des photos des éleveurs qui manifestent, on voit des photos de brebis égorgées, on voit des choses terribles. Je dirais qu'il y a au moins 2 articles par semaine sur ce problème. Il est très très aigu en Limousin, ça doit être très mal, ce point de vue-là. Et votre roman arrive à point nommé. Je l'espère. Non, mais pour aider justement. Oui, je l'espère. C'est un peu comme ça que je l'ai conçu au fil de l'écriture, mais vous savez, j'en suis pas tout à fait persuadé, encore une fois, parce que là-haut, les conditions ne ressemblent pas celles qu'on retrouve ailleurs, notamment dans les Abruzzes, en Italie, où la cohabitation est devenue naturelle. Ça se fait tout à fait naturellement et raisonnablement. Les pouvoirs publics n'ont pas fait appel à vous à travers ce roman pour essayer d'arranger les choses? Non, pas encore, mais j'y tiens pas. Alors, le loup, en plus, c'est une légende, et dans la mémoire collective, il est lié à plusieurs chansons, dont la plus célèbre, c'est celle-ci. Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir, qui craint le grand méchant loup. Celui des 3 petits cochons est quand même beaucoup plus rigolo que ceux qu'on peut croiser dans les forêts. Ah, beaucoup plus, je peux vous le dire. Ça vous a marqué, les 3 petits cochons, quand vous étiez enfant? Pas vraiment, mais quand je l'entends aujourd'hui, ça me revient tout à fait naturellement. Voilà. Et il sort que les 3 petits cochons, c'est pas Disney qui les a inventés. En fait, c'est un livre qui s'appelle Les Nursery Rhymes of England de James Halliwell de 1886, qui ont parlé des 3 petits cochons, qui serait en fait un conte qui remonterait au début du XVIIIe siècle. Oui. Oui, donc c'est Oui. autre chose. Oui, le 18e. Le loup en France a été éradiqué en 1883. Le jour où le gouvernement a décidé que ceux qui tueraient un loup recevraient une récompense. Il suffirait de le porter à la sous-préfecture pour toucher une récompense. Ça a commencé là, en 1883. Et puis finalement, il a disparu quasiment de toutes les provinces françaises. Le dernier loup a été tué en France en 1934 et en Dordogne en 1917. Et aujourd'hui, il y a, je crois, 1013 loups en France. Il y en a 1013. Il y en avait 1003 en 2023, il y en a 1013 en 2024. Et les éleveurs prétendent qu'aujourd'hui, là-haut, il n'y a pas seulement un couple de loups, mais il y a une meute et il y a une deuxième couple qui vient d'arriver. Donc ils s'insurgent d'autant plus qu'ils pensent que l'année prochaine, il peut y avoir, avec les louveteaux, une douzaine de loups sur le plateau. Mais c'est quand même un sujet important, Oui. au-delà du roman. Oui, absolument, c'est un sujet très important, oui. Et en même temps, ces loups, est-ce qu'ils seront un jour capables d'être autre que des tueurs Non, je crois pas du tout. Ils ont toujours un instinct très... Ils sont en état de survie eux aussi, donc chaque fois qu'ils trouvent un troupeau, ils attaquent, systématiquement. Et dans ce livre, ce qu'on remarque, Christian Signol, c'est que vous alternez les moments de calme et l'affrontement. Les scènes d'affrontement sont particulièrement dures, c'est pas facile à écrire. Non, c'est pas facile à écrire, mais en même temps, ça permet de respirer un peu, quoi. Les moments calmes, mais il n'y en a pas beaucoup dans le livre aussi, Non. il y en a quelques-uns quand même. Mais les moments durs, c'est pas facile à écrire non plus. Non plus, mais vous savez, quand j'ai écrit le passage où Mathilde, je crois, se trouve face à face avec une louve, pour moi, ça a été très, très, très intéressant, très passionnant d'écrire ce passage. Le regard, les yeux dans les yeux, entre Mathilde et la louve. Oui, parce que on prétend, et même on assure, que si on croise un loup, ce que je ne souhaite pas, il faut le regarder dans les yeux sans bouger. Oui, en fait... Vous courez très vite. Oui, il faut courir très vite. Non, en fait, un loup, il sent l'homme à 300 mètres. Donc, s'il sent qu'il ne s'agit pas d'une proie possible, il n'attaque pas. D'ailleurs, à ce sujet, je raconte souvent l'anecdote qu'a écrite, comment elle s'appelle, Hélène Grimaud, vous savez, qui a créé un refuge de loups dans le Colorado. Eh bien, elle raconte qu'un matin, elle allait saluer la louve, son amie, par le baiser matinal, et que la louve, ce matin-là, l'a saisie à la gorge, l'a serrée pendant
5 ou 6 secondes à ras de l'artère, là. Oui. Hein. Ouais. Et qu'au bout de 5 ou 6 secondes, elle l'a relâché. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Hélène Grimaud était en état de fragilité, c'est-à-dire qu'elle était malade et qu'elle avait pris le médicament. Ça veut dire que la louve avait compris, son instinct s'était réveillé et lui avait enseigné qu'il y avait là une proie possible. Heureusement, au bout de quelques secondes, l'accoutumance à la personne humaine et aux liens qu'elles avaient a repris le dessus, mais c'est passé à un demi-centimètre. Hein. Vous avez croisé des loups déjà, Christian Signol? Non, mais je les cherche. Mais oui, je les cherche parce que bon, je vous dis encore une fois, j'ai pas peur parce que il fuit l'homme à 300 mètres. Mais je ne vais pas dans les bois ni dans les forêts quand je suis en état de fragilité, c'est-à-dire quand je prends des médicaments ou que je me sens malade. Il faut pas. Mais alors, vous qui aimez les livres qui sont positifs, qui apportent du bonheur, c'est un sujet beaucoup plus dur que d'habitude, Christian Signol. C'est vrai que c'est un sujet un peu plus difficile, un peu plus dur, mais en même temps, j'ai essayé de garder la dimension poétique, notamment sur ce territoire-là. Vous savez, Genot disait, il n'y a pas de grand roman sans dimension poétique. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, et peut-être encore plus dans ce roman-là, parce que j'étais dans un milieu qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire le milieu de la forêt limousine. Et puis vous prêchez un mot qu'aujourd'hui on rêve d'entendre dans l'actualité, c'est cohabitation. Oui, cohabitation. Mais cohabitation, toujours difficile, à la fois dans l'actualité et dans le plateau limousin. En tout cas, ce livre d'une beauté sauvage est un roman de plus qui sera traduit en 15 langues, c'est certain, comme les autres. Je l'espère. Oui, parce que vous le méritez largement. Et c'est un sujet passionnant et passionné. Merci d'avoir écrit, Christian Signol. Merci à vous. Et continuez ainsi, parce que vous allez pas vous arrêter comme ça. Bah, je vais essayer de continuer un tout petit peu. Même beaucoup. Et on se retrouve bientôt dans Les Clés d'une vie. Merci. Merci, Les Clés d'une vie, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.